Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec Charlotte ce soir pour son livre intitulé La Fêlure. Alors, nous allons parler littérature, nous allons parler essais littéraires, nous allons parler philosophie, beaucoup. Mais ma première question sera à la fois... Ah, Adrien, tu voulais dire pardon. Bonsoir. Non, ne t'inquiète pas, on va vous céder la parole tout de suite. On voulait juste vous remercier tous d'être là pour venir fêter la parution du livre de Charlotte, La Fêlure. On est très heureux de vous avoir avec nous et je voulais juste vous remercier. Je laisse la parole à Adrien, son éditeur, qui va vous dire un très court mot. Bonsoir, je ne répéterai pas et je vous remercie d'être présent pour la parution de La Fêlure et pour cet entretien. Hier soir, Jean-Marie Gustave Leclésio disait que ce livre était un livre d'aventure et c'est aussi une aventure collective. Et je tiens à remercier ceux qui ont œuvré, évidemment Charlotte pour l'écriture de ce livre magnifique. On a beaucoup de fierté à porter dans la maison et heureux qu'elle rejoigne cette maison et dans la continuité lointaine aussi de Françoise Sagan. Et comme elle est collective aussi, remercier Aline qui a porté ce projet de bout en bout, de Marine Duval qui est ici et d'Isaline qui ont travaillé sur le texte avec Alexei. Tous ceux qui ont œuvré, je pense aussi à ses amis qui ont été de bons parrains et marraines, et je pense entre autres à Sarah Chiche et Augustin Trapenard. Je vous remercie et je vous souhaite un bon moment en compagnie de Charlotte et Laure. Merci Alina, merci Adrien. Donc je recommence, mais d'une autre façon. Je vais être plus directe. On se vous voit ou on se tutoie? Je vais vous voyez. C'est plus sérieux. Croyez-vous encore aux fées? Oui. Oui, je sais pourquoi vous parlez des fées, parce qu'à la fin du livre, je parle du costume de fée. Ou c'était les fées AIT ou les fées... Non, plutôt les vraies fées, là, oui, je crois. Qui ont des baguettes magiques. Oui, j'y crois quand même. Enfin, après, faut-il croire en l'impossible? Oui, peut-être. En tout cas, quand je pense aux fées, je pense... à celles qui se sont penchées sur mon berceau au sens de peut-être l'écriture est venue de manière magique, je crois, et j'y pense comme ça. Voilà. Ça n'a pas trop de sens ce que je dis, je suis d'accord, mais la question m'a un peu désarçonnée, Laure. Mais c'est fait exprès. Oui. Mais en même temps, c'est pas du tout une question piège, mais c'est une question qui est inscrite dans le tissu même de la réflexion à la fois philosophique et littéraire qui est dans ce livre, c'est-à-dire essayer d'accrocher une certaine sensibilité à une possibilité de réflexion sur soi-même et sur les autres. Et donc, dans l'épilogue, effectivement, vous parlez de votre rapport aux fées quand vous étiez toute petite. Et je pense que c'est quelque chose que nous partageons, nous les filles. Je pense que les garçons rêvent plutôt de chevaliers que de fées. Et encore, peut-être pas toutes les fois, mais nous les filles, on a toujours à un moment de notre enfance cru aux fées comme enchantement de la réalité et peut-être soustraction à cette réalité. Et dans cet épilogue, vous dites que vous croyez aux fées à cette période de votre enfance, mais qu'en même temps, cette croyance aux fées, justement, vous coupez d'une certaine réalité. Est-ce qu'il y avait deux réalités qui s'articulaient? Celle de l'imaginaire, si j'ose dire, et puis celle où il fallait vivre dans le monde réel? Je crois que la pensée magique ou l'imaginaire chez l'enfant, elle intervient parfois quand on est aussi blessé par le réel, où il y a des choses qui peuvent peut-être sembler douloureuses et qu'on s'invente quelque part une solution magique où on cherche peut-être cet envers magique.
Et je crois que moi, assez vite, il y a eu ce désir de quitter le réel, mais pas pour vivre dans une fantasmagorie, mais pour trouver une manière de supporter le réel. Et je crois que beaucoup enfin, en tout cas, le désir d'écrire ou le désir de création, parfois, il vient de ça, du côté insupportable, parfois, du réel. Enfin, en tout cas, pour moi, je le ressens comme ça. Et la solitude, c'est un principe d'existence pour vous? Je pense tout de suite à Duras, qui, quand on lui demandait comment est-ce qu'on pourrait expliquer qu'on se tourne vers l'écriture, et elle dit, je crois que c'est peut-être la solitude d'une enfance. Elle le dit comme ça. Et solitude, ça ne veut pas dire l'isolement, parce que j'ai pas eu une enfance solitaire au sens d'avoir été nécessairement livrée à moi-même, mais je crois que c'est peut-être le fait d'avoir besoin de creuser des choses qui nous affectent. Et moi, très vite, voilà, j'étais beaucoup dans mes pensées. Certains pensaient que j'étais excessivement timide ou fermée aux autres. Je pense que ceux qui m'ont peut-être connue petite ont pu dire ça, mais en fait, c'est parce que, effectivement, j'étais voilà, en quête peut-être de sens, de compréhension. J'étais tout le temps dans mes pensées. L'enfance baigne beaucoup cet essai littéraire. Il apparaît à travers la description et l'exploration de certains écrivains que vous avez choisis, mais il apparaît aussi à des moments d'abandon d'écriture, d'abandon maîtrisé, hein, j'entends, et il apparaît, cette espèce de royaume de l'enfance apparaît à travers vos pages comme un moment où on était enveloppé par le monde, on était protégé par le monde. Est-ce que cette sensation de l'enfance est importante encore pour vous? Vous y pensez souvent? Pas forcément à votre enfance, mais à l'enfance. Oui, je crois que l'enfance, c'est là où on puise sa grammaire sensorielle, tout nous touche de manière extatique, beaucoup plus puissante, qu'on ne le rencontrera jamais plus, c'est-à-dire que c'est le temps des premières fois, des sensations qui nous quelque part, qui entrent dans la chair et qu'il n'y a pas un moment où on ressent comme dans l'enfance. Et donc il y a toujours quelque chose d'un peu idéalisé dans cette sensibilité très vive. Et donc, il y a beaucoup d'artistes ou beaucoup d'écrivains qui recherchent ce temps des premières fois, ce moment où la sensibilité, elle est enveloppante. Et donc, voilà, je me suis beaucoup posé cette question en écrivant ce livre aussi, parce que j'ai beaucoup d'écrivains qui étaient je pense à Fitzgerald aussi, quand il parle de son alcoolisme et il échange des lettres avec son médecin, et où il dit je ne peux pas concevoir la vie sans alcool, je ne peux pas imaginer vivre sans alcool parce que j'ai perdu l'immédiateté des choses, j'ai perdu la capacité à ressentir cette immédiateté du présent, cette innocence. Et donc il y a quelque chose en rapport avec cette idée qu'à un moment donné, on était dans cette présence pure. Et donc c'est quelque chose qui m'a traversée dans l'écriture. Oui, mais comment on fait, mais comment on fait pour retrouver l'immédiateté du rapport au monde, embrasser le monde? Comment on fait pour retrouver cette innocence de se sentir vivant? C'est aussi une des thématiques qui parcourt votre ouvrage, ainsi que la thématique de la temporalité, parce que la fêlure, c'est le titre du livre, mais une fêlure, c'est très lent, ça travaille dans un temps très long, ça ne creuse pas forcément un écart tout de suite.
Et donc, quel est le temps qu'il faut pour que la fêlure s'installe et pour que la fêlure soit nécessaire à l'existence? Alors ça, c'est une question assez compliquée parce que je vais m'appuyer sur Gilles Deleuze, où il parle de C'est très présent dans le bouquin. Cet entrecroisement de lignes, c'est-à-dire que on est fait de lignes multiples et que il y a des différents aspects de nous, de notre existence qui entrent en collision parfois et qu'il y a des éléments hétérogènes qui à un moment s'agencent et où ça fait une bifurcation et que ça c'est pas prévisible, il n'y a pas un temps de la fêlure qui progresse, il y a aussi les événements et puis il y a l'usure du temps où quelque part cette fêlure qui nous constitue, il y a quelque chose de très mystérieux et énigmatique sur comment elle progresse et selon les moments de notre vie, selon ce qu'on va rencontrer, si ça va rentrer plus en contact avec cet endroit fragile, on ne peut pas le prévoir. C'est aussi, il y a de l'imprévisible dans la fêlure. Ça dépend aussi des chocs et à la fois de cette progression lente et insidieuse et surtout silencieuse. C'est très... La fêlure, elle avance dans le silence. Et c'est peut-être cette zone de silence qu'on ne peut pas tout à fait approcher de ce point à la fois douloureux, de ce vide, mais qui va se mettre à des endroits différents selon notre histoire personnelle, les circonstances historiques, sociales, politiques. Il y a de nombreux éléments qui entrent dans la fêlure. C'est pas juste ma petite blessure qu'on pourrait aborder de manière psychologique. Donc voilà, je ne sais pas si c'est plus clair. Mais l'importance du silence est cruciale parce qu'on peut couler en silence. Oui. On peut se laisser lézarder par les autres ou par autrui en silence. On peut continuer à exister alors qu'on existe à peine et qu'on est sur le fil en silence. Donc silence et fêlure, ça va ensemble. Oui, parce que la fêlure, c'est toujours quelque chose qui affleure. C'est-à-dire qu'on est très discret. Où il y a un léger écart, un léger décalage qu'on peut percevoir, mais de manière fugace. Et donc, les autres peuvent sentir notre fêlure à un moment où voilà, quelque chose tout à coup tremble, bégaye, se disloque légèrement, et on perçoit que quelque chose ne va pas. Mais on peut très vite le recouvrir par l'interaction sociale, par l'alcool, par la drogue, mille façons, mais même très anodines dans notre quotidien. C'est pas quelque chose on peut la percevoir et ensuite elle disparaît. Donc il y a quelque chose qui est évanescent, qui est fugitif, qui ne se laisse pas saisir. Et que souvent on prend la fêlure pour l'effondrement. Où là, l'effondrement, tout à coup, on est dedans, on est logé dedans, c'est visible, ça fait du bruit, tout à coup, quelque chose craque. La fêlure, c'est silencieux et imperceptible. Et donc, effectivement, c'est quelque chose qui peut avancer, progresser, sans que quiconque s'en aperçoive. Et c'est vrai qu'une des questions qui m'a travaillé beaucoup au début du livre, c'est pourquoi quand quelqu'un s'effondre, ou parfois même quand on apprend le suicide par exemple de quelqu'un et que tout le monde dit mais on n'a pas vu venir la chose, on ne s'est pas rendu compte que cette personne allait mal en fait. Et à un moment, c'est la rencontre entre une série d'événements qui vont faire craquer quelque chose qui était déjà là en profondeur. Tout ce qui est échangé en ce moment n'a pas de trait direct avec l'écriture et le contenu du livre. Oui. C'est ça que j'aime beaucoup, moi, dans votre livre, Charlotte, c'est que c'est un livre très érudit, c'est un livre très travaillé à partir de plusieurs auteurs qui abordent plein de thèmes, mais comme on disait autrefois du temps de Roland Barthes, parce que je suis très vieille, j'ai suivi les séminaires de Roland Barthes,
il y a de l'intertextualité, c'est-à-dire qu'entre les chapitres, il y a des tas de pistes de réflexion. Et à partir, par exemple, de ce que vous venez de dire, et qui n'est pas explicité dans le bouquin, eh bien, nous, lectrices et lecteurs, on se pose des questions comme, par exemple, on nous parle beaucoup d'identité aujourd'hui. On est assigné à une identité, qu'elle soit sociale, psychologique, sexuelle, etc. Et à travers les réflexions qui s'échappent du livre, eh bien, il y a aussi des considérations sur l'impossibilité d'assigner qui que ce soit à une seule identité. Oui, c'est quand même le lieu d'une singularité, c'est-à-dire que la fêlure, c'est cette concordance entre 1000 petites choses qui peut aller de la biologie jusqu'à l'histoire, et cet entrecroisement de 1000 éléments constitue une zone de fragilité qui est propre à chacun et qui donc ne peut pas être englobée par une identité stable, ce que Deleuze appelle le segment dur de l'identité, qui nous constitue socialement de manière très visible, identifiable, et la fêlure vient faire dévier ce segment dur de l'identité. C'est ce qui nous déporte, nous désaxe en fait de ce d'une assignation. Et je crois que la fêlure, elle a beaucoup à voir avec la trahison. C'est à la fois ce qui nous trahit, c'est quand on veut maîtriser quelque chose et tout à coup, à un endroit, on est trahi par sa fragilité, on ne peut pas faire autrement, quelque chose nous échappe. Et souvent, quand on perçoit cela, c'est ça qui fait qu'on éprouve de l'empathie, qu'on sent que quelque chose vient nous chercher parce qu'on est surpris de voir quelque chose qui nous trahit ou qui trahit l'autre. Et à la fois, ce que Deleuze dit, et je pense que c'est très important dans le livre, et ça m'a beaucoup guidée, c'est que dans la ligne de fuite, donc à l'endroit où on est cassé, fragilisé par quelque chose, il faut prendre le large. Il faut inventer un nouveau devenir, il faut inventer un nouveau chemin. Il y a quelque chose qui ne tient plus tout à fait et on ne peut pas continuer comme ça. Et ça, il y a une idée où il dit il faut trahir l'identité, il faut trahir en fait ce qui tenait avant pour inventer une autre manière de tenir. Et ça, je crois que c'est très important dans le geste de l'écriture aussi, et que je repense aussi à Duras qui le disait aussi dans ses entretiens, où quand on écrit, c'est jamais là où on nous attend, c'est jamais là où on veut nous voir nécessairement. Il y a quelque chose qui nous entraîne plus loin, je crois. Alors justement, dans la force de l'abandon que nécessite et requiert l'écriture, est-ce que vous-même, vous avez été surprise par des choses que vous pensiez pouvoir maîtriser intellectuellement, mais qui tout d'un coup rebondissaient par rapport à votre matière personnelle et votre manière de vivre l'existence? Oui, je crois qu'on est très surpris par comment tout à coup, dans le processus de l'écriture, même quand c'est un essai et que c'est pas de la fiction et qu'on est en train d'essayer de tisser une réflexion autour de textes, autour de références, avec une direction, comment on est débordé dans le processus par la vie aussi, par comment on est affecté par des choses du quotidien, des discussions, voilà, c'est une matière très sensible et moi j'ai été surprise tout le long que des souvenirs, des choses reviennent à un moment, des discussions, il y a une porosité, je trouve, dans le processus de l'écriture où la sensibilité s'ouvre, enfin en tout cas je peux parler que de la manière dont moi je l'ai ressenti, et où parfois ça va au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Et c'est ça qui est très fort aussi, c'est ce sentiment de débordement aussi, de la sensibilité dans le processus. Alors c'est marrant parce que vous parlez pas mal de la vie des écrivains et des philosophes que vous avez choisis, et en même temps, par exemple pour Deleuze, qui occupe une place centrale et qui est un philosophe aujourd'hui d'une postmodernité insurrectionnelle, je dirais,
Et de plus en plus, hein, chaque jour on nous le prouve, vous dites pas qu'il s'est suicidé. Si je le Vous dis le à la- suggérez. Oui. Oui, c'est vrai. Peut-être j'aurais dû être plus cash. Alors on vit dans un monde aujourd'hui où on nous vante l'excellence de la rapidité, de la vitesse, de l'insertion socio-professionnelle, de pouvoir plaire au nombre le plus grand de personnes, à pouvoir être lisse, à défier toutes les convenances sociales tout en créant une nouvelle pour pouvoir étonner et créer la surprise qui vous rendra encore plus aimé des autres, etc. Et vous, tout au long du bouquin, l'éloge presque obsessionnel, c'est celui de la fragilité. La fragilité surtout comme une valeur. Oui, mais fragilité, pas au sens de vulnérabilité. C'est-à-dire, il y a une distinction. La fragilité, elle est interne, elle est pas nécessairement due à un événement qui vient faire effraction, un événement de l'extérieur qui vient nous blesser. Et on parle beaucoup de vulnérabilité aujourd'hui et pas forcément de fragilité. Et c'est pas tout à fait pareil parce que aujourd'hui, on exhibe beaucoup ces vulnérabilités, ces blessures, ces traumatismes, où ça envahit beaucoup le discours contemporain. Et en fait, il y a un risque aussi de devenir sa blessure. Et que la fragilité, il y a quelque chose qui est... Vous voulez dire quoi? Vous voulez dire qu'on se réfugierait dans sa propre blessure? Ce serait une sorte de point d'arrimage de... Oui, et qu'on peut plus répondre à ça. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est quelque chose qui prend beaucoup d'espace et où c'est une manière aussi quelque part de raconter effectivement une violence subie, et c'est nécessaire, et en même temps, ça provoque une sidération aussi. Et la fêlure, c'est un peu différent, où la fragilité, c'est du côté de ce qu'on ne peut pas tout à fait attraper. Parce que, par exemple, on ne peut pas dire, si je vous dis, Laure, c'est quoi votre fêlure? C'est très compliqué. J'en ai beaucoup. Voilà, on en a beaucoup. On ne veut pas être résumé, même si on a vécu un événement terrible qui peut briser une existence, ça n'est pas cela qui suffit pour dire quelle est notre fêlure. C'est beaucoup plus complexe, je crois. Et que parfois, moi j'ai choisi plutôt cette piste-là, en fait. Mais ausculter la fragilité, alors en examinant justement des écrits de philosophes ou d'écrivains, c'est ce que vous faites à l'intérieur de cet ouvrage, mais cela vous a mené, d'après ce que j'ai compris, je ne sais rien d'autre que ce que vous avez écrit, ça vous a mené vers des lieux où cette fragilité empêchait des personnes de pouvoir respirer, de pouvoir avoir une vie normale, et ça vous a donné la force d'aller vers des plus fragiles que vous pour pouvoir créer quelque chose de vivant. Oui, vous faites allusion... Je fais allusion à un passage assez énigmatique de votre livre, parce que comme vous êtes quelqu'un de discrète, vous ne voulez pas en dire trop, donc nous, lectrices et lecteurs, on interprète, peut-être ai-je interprété, mais en tout cas, il y a 3 ou 4 pages qui personnellement m'ont assez bouleversée, où vous expliquez, il s'agit de vous, je crois, de votre personne, que vous allez dans un lieu où il y a des jeunes filles qui souffrent, que vous n'êtes pas forcément... vous êtes plutôt dans vos petits souliers et sans trop d'assurance, mais vous venez parce que on vous a demandé de venir, parce que vous savez faire des choses avec des personnes qui sont plus fragiles. Alors au départ, oui, ces ateliers, en tout cas ce groupe thérapeutique auquel j'ai participé en pédopsychiatrie pendant presque 3 ans, au départ, j'aurais jamais pensé que je me suis pas dit
un beau jour, ah bah tiens, j'ai envie de faire ça, je m'en croyais pas forcément capable. C'est parce que une professeure, le professeur Eskenazi, à qui je dois beaucoup aussi dans ce livre, parce que ces ateliers, ou en tout cas ce moment a beaucoup compté aussi dans l'écriture, et c'est elle qui m'a dit, je crois que vous avez quelque chose que vous pourriez apporter à cet endroit-là, et j'aimerais qu'on fasse cette expérimentation dans le service, autour de la philosophie. Au départ, on m'avait demandé de faire un groupe philo, et puis moi j'ai totalement abandonné cette idée de passer uniquement par une discussion autour de notions philosophiques, mais d'incarner par des textes littéraires et des trajectoires biographiques des questions qui pouvaient toucher justement à la fragilité, à la confiance. Et donc, j'ai un peu... je me suis jetée dans cette aventure sans trop savoir où j'allais. Donc ce chapitre dans le livre, qui s'appelle « Avoir une voix », je raconte quand je suis arrivée dans le service pour la première session avec ces jeunes filles, et je parle de mon sentiment, de ma propre fragilité, de ma difficulté à savoir depuis où je peux leur parler. Comment cette parole va résonner entre nous, comment en fait les mots vont circuler entre nous, et donc c'était important de faire part de cette hésitation, de ce tremblement-là, et peut-être que c'est ça qui m'intéresse aussi dans le livre, parce que là, par exemple, on est assis, on discute, moi je tremble vraiment, parce que j'ai beaucoup de mal, je ne sais pas si c'est par pudeur ou par... j'ai du mal à être dans une forme d'assurance de ma parole. C'est toujours en train de Mais on le sent dans le bouquin. Et que donc du coup, vous voulez prouver que vous êtes une bonne élève. Peut-être, sûrement. Il y a une partie de moi, oui, qui... Mais vous êtes passé à autre chose, là, maintenant. Oui, mais ça reste quand même ancré. Ça fait partie des fragilités qu'on peut avoir. Je crois que j'ai peur de la mauvaise réponse, j'ose pas toujours y aller, ça reste ancré. Tant mieux, c'est des qualités. Voilà, mais on peut pas... Il faut pas passer votre temps dans le début du bouquin à dire ce que vous n'êtes pas, mais vous êtes aussi. Des choses, vraiment. Autre chose que même ce que vous croyez être. Alors je voudrais faire une petite séquence remerciements. Elle sera courte, mais elle est importante pour moi. Et pour vous, évidemment, d'abord pour vous, mais aussi pour moi. Je partagerai ça avec vous. Robert. Je voudrais qu'on dise merci à Robert. Comment a commencé? Il est là, il s'appelle Robert Maggiori. Je le connais depuis longtemps, je l'admire depuis longtemps. Mais sans lui, est-ce que vous seriez tombée amoureuse de la philo? Pas comme ça. Pas de cette manière-là. Je crois que la rencontre, elle est essentielle, que Robert a joué un rôle très très important dans ma vie, que ça a été... je crois que beaucoup de personnes qui se sont mis à écrire un jour, il y a eu quand même souvent un professeur, quelqu'un qui a cru en nous, en tout cas, moi j'ai senti que Robert croyait en moi. Je l'ai senti dans son regard à un moment donné qu'il savait que j'en ferais quelque chose. Et peut-être de se sentir spécial aux yeux d'un professeur, ça peut changer une existence, ça peut d'un seul coup se dire, si lui croit en moi, alors peut-être qu'un jour, je pourrais en faire quelque chose. Mais ça m'a mis beaucoup de temps, hein. C'est pas en sortant de terminale tout de suite, j'étais pas forcément dans une assurance, et je le suis d'ailleurs pas aujourd'hui, parce que Robert, juste avant la rencontre, aujourd'hui on s'est croisés, il m'a dit oui, maintenant je dois te laisser faire ton chemin, je n'ai plus rien à t'apprendre. Et c'est ça les vrais maîtres. Oui, mais en même temps, j'arrive pas non plus, c'est pas une question que je veux pas lâcher, c'est que je pense que Robert a encore 1000 choses à m'apprendre, et je pense que déjà,
quand on discutait il y a 10 ans, je lui ai aussi appris des trucs, il m'a appris des choses, c'est incessant. Et j'ai pas, voilà, je me sens pas du tout pleine d'assurance. Pas du tout, du tout. Je me sens encore, voilà, même si j'ai écrit ce livre, je sens pas du tout que j'ai capitalisé quelque chose, que tout reste encore à faire, quoi. Voilà. Donc je sens que j'ai encore plein de trucs à demander. C'est ceux qu'on préfère. Hein. J'ai encore plein de choses à demander à Robert, plein de discussions, et je vois que Raphaël aussi est là. Et bon, voilà, nos échanges de tous les jours, c'est essentiel. Alors, séquence remerciements, suite et fin. Une personne qui a compté énormément pour vous, qui a compté pour moi, qui a compté peut-être pour des personnes ici dans cette salle, dont le regard a été transformé par la profondeur de ses écrits. Quand on a eu la chance de la connaître personnellement, par l'éclat aussi de son intelligence et par son immense générosité, je pense que vous inscrivez dans son sillage et qu'elle a aussi beaucoup compté pour vous. C'est Anne Dufourmentel. Pouvez-vous en parler, Charlotte? Oui, Anne a compté beaucoup dans ma vie et je crois que c'est pas tellement qu'elle a compté d'une manière où on se voyait tous les jours, on se parlait tout le temps. Parfois, c'est très mystérieux ce qui se passe dans la rencontre avec quelqu'un. Et Anne, voilà, c'était quelqu'un d'à part. Et c'est vrai que j'avais une admiration pour sa manière de mêler la philosophie, la psychanalyse, la littérature, la poésie, qu'elle avait cette sensibilité particulière dans laquelle je me retrouvais. Et donc, voilà, je me disais, j'espère qu'un jour je pourrais écrire un peu comme elle. Voilà, parfois on a envie de ressembler à quelqu'un. On a des modèles, et elle faisait partie de ces personnes-là. Et puis on a eu des discussions ensemble qui ont été très importantes, qui m'ont beaucoup marquée. En très peu de mots, elle m'a dit des choses qui ont eu beaucoup d'effets. Et après, je crois que c'est au moment de sa mort que ça a réveillé quelque chose voilà, auquel j'avais pas forcément accès. Et donc, voilà, il y a eu des douleurs ou des deuils auxquels je n'avais pas forcément accès. Et que quelque part, voilà, elle a réouvert aussi. Et pour ça, voilà, elle a été importante aussi. Et on ne sait jamais en fait comment les choses peuvent nous toucher. Et c'est vrai que voilà, sa voix aussi est entrée dans la mienne à ce moment-là. C'est-à-dire que, en fait, peu de temps, je crois que je l'avais dit à Robert d'ailleurs, juste quelques semaines avant qu'elle soit plus là, j'avais envie de la voir pour lui parler, pour pouvoir justement, je me disais, elle va m'encourager dans l'écriture, j'avais plein d'idées, de choses que je voulais partager avec elle, et tout ça a été coupé d'un coup. Et quelque part, à ce moment-là, il y a quelque chose de sa voix qui est venu en moi, vraiment. Et c'est très bizarre de sentir ça, en fait, d'être habité par la voix de quelqu'un. Et je ne saurais pas l'expliquer, mais c'est quelque chose qui s'est produit. Et en écrivant ce texte sur elle, je ne sais pas comment c'est possible. D'un seul coup, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait quelque chose d'elle qui écrivait en moi. Mais je pense que vous continuez le chemin. En tout cas, c'est personnellement ce que j'ai ressenti. Il y a aussi une femme extraordinaire qui n'est peut-être pas assez connue, mais qui fait l'objet d'un de vos chapitres. Parce que ce qu'il y a aussi de super dans ce bouquin, c'est que, non mais c'est vrai, c'est que c'est un livre qui permet de jouer à la marelle dans les amours des bouquins, ou entre copines ou copains, de dire « Ah, mais tu connais cet auteur ?»« Ah ben non, je ne connais pas cet auteur, mais cet auteur va vous mener vers un autre auteur, etc. » Donc ce livre débouche sur des tas de désirs de lecture d'auteurs connus ou pas connus, et parmi les auteurs qui font l'objet d'un chapitre et qui n'est pas assez connu, je crois,
qui est cette femme extraordinaire qui s'appelle Ingeborg Bachmann. Et je vais citer la citation que vous mettez en exergue du chapitre qui lui est consacré, qui s'intitule « Ce qui est vrai », parce que ça résume bien l'esprit du bouquin, de votre livre. « Ce qui est vrai ne jette pas de poudre aux yeux. Ce qui est vrai, sommeil et mort l'exigent de toi, comme ancré dans ta chair, chaque douleur portant conseil. Ce qui est vrai déplace la pierre de ta tombe. » Ces vers sont ancrés en moi. Et il y a aussi une autre strophe où elle dit « Ce qui est vrai trace des fissures dans le mur ». Et je n'ai pas pu citer tout le poème. Et c'est vrai que ça a été ce tranchant-là de Bachmann, cette manière de dire la vérité jusqu'à ce que, voilà, quelque chose presque se brise en nous, tellement cette vérité nous touche de manière physique, pas du tout intellectuelle. Et voilà, elle a été dans sa manière d'écrire, peut-être où j'étais pas naturellement portée vers ce tranchant-là aussi, peut-être plus dans la volonté d'adoucir, d'aplanir, de chercher une manière de faire passer les choses avec diplomatie. Et c'est vrai que sa façon de dire, voilà, ce qui est vrai trace des fissures dans le mur, parfois ça fait mal, c'est douloureux de dire la vérité, c'est pas, voilà, c'est une quête qui ne garantit pas du tout une position confortable. Et dans ces textes, il y a cette vérité qui transperce les mots et qui est assez rare. Et elle est très connue en Autriche, en Allemagne. Sa poésie est très lue. Mais c'est vrai que je crois qu'aujourd'hui, y revenir, c'est vraiment... en tout cas, moi, je sens qu'on en a besoin parce que ce rapport au langage, à la vérité des mots, est essentiel. Enfin, j'aurais du mal à la résumer en quelques phrases. Non, mais la vérité, c'est aussi un des thèmes principaux de votre ouvrage, la vérité avec laquelle on peut dire ce qu'on ressent, et en trouvant les mots exacts. C'est aussi un autre thème de votre livre, mais j'ai déjà outrepassé mon temps, évidemment, donc j'arrêterai là. Vous m'avez demandé de choisir un court extrait de votre livre pour terminer par votre lecture cet entretien. J'ai choisi celui-là, j'espère qu'il vous plaira. Jusqu'à la fin ? Comme vous voulez, ça peut être à 18 heures. Oui. Vouloir redresser ce qui boite reviendrait à nier le tragique de la condition humaine, à effacer ce qui fait qu'on avance à côté, autrement, avec la trace de ce qui manque ou blesse. Freud, dans Au-delà du principe de plaisir, reconnaît qu'on ne peut pas réduire la psyché à un simple principe d'équilibre et d'harmonie. Il termine cet essai avec l'image d'une marche entravée et d'un pas qui boite. Je cite Freud, « Nous avons commencé par admettre un principe de plaisir. Nous avons été conduits à la reconnaissance d'un compromis, d'une boiterie, comme s'il ne s'agissait plus d'un pas droit et sûr. » Fin de citation. Notre vie intérieure ne suit pas une trajectoire droite, mais avance par contradiction, retour, pulsations ratées, crispations, saccades et gênes qui entravent sans cesse la fluidité du mouvement. La boiterie symbolise l'impossibilité d'un retour à l'unité et une acceptation de la déviation, du non-alignement et de la symétrie. Faire une analyse pour Freud, c'est peut-être tout simplement apprendre à marcher en boitant et ne pas viser le retour en arrière. Certains gardent l'illusion qu'il existait une marche fluide dans l'enfance, dans cette contrée idéalisée où nos parents nous protégeaient de tous les dangers comme une béquille. La nostalgie est ce qui nous immobilise, nous retient justement parfois de tenter un mouvement en avant. Les objets fragiles sont délicats, il faut les manier avec précaution. Le cristal, la porcelaine
on évite de les transporter sans les protéger d'un éventuel choc. Un objet fêlé nécessite de redoubler d'attention pour éviter d'appuyer précisément à l'endroit de la cassure. Cela veut-il dire pour autant que nous devons pratiquer l'esquive, la douceur à toute épreuve, le contournement, pour éviter la chute et le craquement fatal? Cela veut-il dire que nous devons à tout prix cartographier les zones de fragilité comme des géologues et mener l'enquête pour nous prémunir de l'effondrement? Faut-il éviter toute secousse pour protéger ce qui est fragile ou accepter de risquer la casse pour vivre vraiment? Il arrive qu'on s'effondre parce qu'on a osé, parce qu'on a aimé, parler trop fort et trop vite ou affronter une vague trop haute, parce qu'on n'a pas baissé les yeux. Il arrive que l'endroit de la brisure soit la conséquence du mouvement, du contact, de la vie. Et c'est aussi cela que j'ai voulu défendre dans ce livre, non pas la bonne santé, mais la prise de risque comme manière d'exister au bord de sa propre faille. Il y a des blessures qu'on porte comme des preuves. J'étais là, j'ai senti, je suis allée là où ça faisait mal. La fêlure ne devient plus seulement un signe de fragilité, mais une trace de courage. Ce livre ne cherche pas à recoller les morceaux, mais à dire qu'on peut vivre fêlé, vivre traversé, et que cela vaut plus que la surface indemne d'une vie non vécue, ou la froideur immobile des choses intactes, ou la transparence stérile d'une existence qu'on voudrait sans faille.